Elle était décédée du même mal, ma maman, sans apport autre que la médecine. Un chaman, c'est quelqu'un qui voyage entre les mondes. Entre les mondes. De fil en aiguille, j'ai été, on va dire, appelée par le cacao. Bonjour tout le monde, merci de nous suivre aujourd'hui sur monsoin.ch. Aujourd'hui, nous accueillons Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Qui se décrit comme thérapeute accompagnante en soins et mieux-être. Alors, c'est tout un vaste programme. Elle fait du Reiki, elle fait de la thérapie comportementale, elle fait du chamanisme et aussi, elle est tombée dans la marmite de chocolat. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez avec nous et surtout, vous aurez une belle description de ce qu'est un chaman. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce qu'on fait, comme ça vous serez avertis des prochaines vidéos. Merci de nous liker, merci aussi de partager ce qu'on fait. Et puis surtout, faites-nous vos commentaires parce qu'on aime bien lire et on aime bien s'améliorer parce que cette chaîne, elle existe grâce et avec vous. Bonjour Vanessa. Bonjour. Comment vas-tu ? Un petit peu stressée, mais après qu'on a fait notre petite bulle, je me sens mieux. C'était très sympa ça. Je me sens comme, eh bien voilà, on est dans l'intimité, nous deux. C'est ça. Plus rien ne peut nous arriver. C'est le bon de cette petite bulle que j'aime faire souvent dans mes rituels ou cercles. C'est super. Eh bien, merci d'être là aujourd'hui, Vanessa. En tant que thérapeute, tu fais partie de l'équipe monsoin.ch, la plateforme qui met en lien les thérapeutes avec les patients. Et toi, tu te décris toi-même, comme tu m'as expliqué, thérapeute accompagnante en soins et mieux-être. C'est ça. C'est super comme titre. Alors, je te propose qu'on va faire au début, on va cadrer peut-être toutes les méthodes que tu utilises, puisque tu es assez polyvalente dans ce que tu proposes aux patients. Et puis, tu vas peut-être nous définir un petit peu toutes ces méthodes que tu fais pour que les auditeurs puissent comprendre aussi quels sont les soins et les effets sur les personnes qui te contactent. Ok. Alors effectivement, je suis assez polyvalente. C'est pour ça que j'ai réduit ça, on va dire, à thérapeute et accompagnatrice en mieux-être. Parce qu'il y a de la thérapie par l'énergétique et puis par le chamanisme que je fais principalement. Par la neuroscience, donc là on utilise plutôt notre conscient et inconscient pour comprendre pourquoi on a certains comportements qu'on veut ou pas, ou plus dans notre vie. Et puis sinon je fais des accompagnements avec la médecine du cacao. Je fais des cercles, des cérémonies, je suis ce qu'on dit un peu facilitatrice de cercles. Et on voit d'ailleurs ici ta jolie grande fève de cacao. Alors à l'intérieur, c'est des fèves de cacao. Ok. Et puis, ça en espagnol, on l'appelle la mazorca, qui est donc la plante. Il y a la plante, pardon, et puis ça, c'est le fruit du cacao. Et à l'intérieur, effectivement, il y a les fèves. Ok. Elle nous vient tout droit de où ? De l'Équateur. Joli. Et dans le petit verre, ce sont des fèves torréfiées, c'est ça ? C'est ça. C'est des nips de cacao, donc ça, on peut manger. Et puis peut-être, je pourrais te donner à goûter. Si avec plaisir. Et voilà. Trop joli, trop joli. Peut-être qu'on commence directement par ces rituels que tu fais avec le cacao qui font donc partie aussi d'une manière de soigner les gens, c'est ça ? D'accompagner, oui, c'est ce qu'on appelle la médecine du cœur. Okay. Et donc, c'est surtout pour guérir, on va dire, les maux du cœur. Les maux du cœur, M-A-U-X. M-A-U-X. Qui peuvent être des mots aussi, hein, des M-O-T. Exactement. Toutes les douleurs qu'on peut avoir, que ce soit dû à un deuil, que ce soit dû à un changement, une rupture, une séparation. Voilà, il y a des moments où on a plus besoin de soutien et d'amour dans notre vie. Et puis le cacao, c'est vraiment cette médecine-là qui apporte cette douceur. Ok. Tu m'avais appris que le mot cacao s'oriente vers la terre, mer, c'est ça ?
Ou comment tu m'as expliqué ça? Que ça veut dire la divinité féminine, c'est ça? Cacao, ça veut dire Theobroma cacao, qui est le nom de l'arbre, veut dire justement boisson des dieux. Donc après, il y a pas mal de légendes autour de ça. J'imagine. Comme quoi, ce seraient les dieux qui auraient mis le cacao en terre parce que les humains ont le cœur aigri, endolori. Et puis que le cacao, qui est donc la plante principale du chocolat, qu'on connaît très bien en Suisse, permettrait, si elle n'est pas transformée comme on la transforme en plaques, de guérir les maux du cœur et puis d'apporter connexion avec la terre, connexion avec son corps, connexion effectivement avec tout notre côté féminin. Très bien. Donc ça, c'est une des parties. On va peut-être rentrer plus en détail par après. L'autre côté, tu as parlé de chamanisme. Ça se passe comment? C'est comment ce soin par ce chamanisme, au fait? Ça fait partie du chamanisme, le cacao. Ah, voilà. Ok. Le chamanisme, en gros, c'est le fait de dire que tout est vivant. Donc que les plantes sont vivantes et que les plantes sont, si on peut dire, un esprit, ont des capacités de nous soutenir, que la terre est là pour nous soutenir. Et puis, typiquement avec le cacao, ce qui peut être fait, c'est que, par exemple, disons que tu as eu une rupture ou que tu as besoin d'être accompagné, tu sens que tu as besoin d'un accompagnement. Moi, ce que je pourrais faire, c'est par exemple t'envoyer du cacao, que tu le reçoives chez toi, et puis qu'ensuite, chaque jour, je t'accompagne sur comment le prendre, sur des questionnements, donc aller à l'écrit, voir plus profondément ce qui se passe, en plus de tous les effets que le cacao va avoir sur le corps. Donc le cacao, c'est un outil dans le chamanisme, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Okay. Ça fait partie d'une des plantes que j'utilise pour le chamanisme. Parce que pour le commun des mortels, le chamanisme, c'est plutôt se mettre en relation avec les esprits de la forêt ou des, tu vois, des danses un peu particulières comme ça. Non, c'est pas ça. Si, aussi, c'est un esprit de la forêt. Ah, ok. C'est un esprit de la forêt amazonienne. Mais alors, ça voudrait dire que si tu fais ça en ligne, typiquement, la personne, elle reçoit son cacao et puis après, tu te mets en lien régulièrement ou c'est vous qui décidez du rythme à donner? Oui, idéalement, soit la personne a déjà du cacao, soit si elle n'en a pas et qu'elle souhaite, je peux lui en envoyer. Et puis ensuite, on décide ensemble, avant, on discute du pourquoi il y aurait cette envie-là. Et puis après, on définit si c'est sur 4 jours, si c'est sur 7 jours. Et puis ensuite, moi, j'oriente au niveau grammage, combien de grammes par jour. Et puis ensuite, c'est effectivement à distance que je lui envoie des questions ou des exercices à faire avec la respiration. Ça va dépendre. Mais toi, tu invoques l'esprit du cacao ou je sais pas, enfin, j'essaye de m'imaginer comment ça fonctionne, puisque tu mets le mot chamanisme avec, tu vois. Donc c'est couplé, c'est deux choses qui sont couplées l'une avec l'autre. Parce qu'on pourrait très bien faire du chamanisme sans le cacao, c'est bien juste. Oui, tout à fait. Ok. On peut faire du chamanisme sans le cacao. Après, personnellement, mes thérapies en chamanisme, c'est toujours avec des plantes. Que ce soit des plantes sauge, palo santo, que ce soit d'autres types de plantes et dont le cacao. Ça, c'est des soins que moi, je fais avec les plantes. Maintenant, le cacao fait partie de du chamanisme. De cette culture chamanique, au fait, c'est ça. Hein. Et d'autres personnes utiliseront peut-être d'autres plantes. Exact. Oui. Et s'ils le faisaient dans la nature, parce que ça existe aussi, quand il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes, on trouve un coin énergétique sur la terre pour se retrouver, enfin, où ça existe aussi dans les campagnes. Oui. C'est juste, hein? Tout à fait. Okay, et puis après, ça peut être avec l'aide du tambour chamanique aussi. Donc j'ai aussi un tambour, ça peut être à l'aide de chants. En fait, finalement, un soin chamanique, on ne sait jamais trop, c'est comme un soin énergétique, on ne sait jamais trop où est-ce que ça va aller. C'est selon ce que la personne elle a besoin et selon ce que moi je ressens en connexion avec la personne. Si je ressens avoir besoin de chanter, de parler, de jouer du tambour, ça va vraiment dépendre de ce qui est là sur le moment. C'est assez subtil. C'est assez subtil. Donc, ça peut arriver que dans un soin que tu prodigues, tu peux mélanger très bien tes méthodes. C'est ça. Tu pars pas forcément sur une
une manière de faire. Quand tu dis, par exemple, tu as dit à l'introduction que tu faisais aussi des soins énergétiques. C'est quoi la différence si tu utilises un soin énergétique ou si tu fais avec le cacao par le chamanisme? C'est en lien, parce que c'est aussi de l'énergétique, finalement, quand on fait du cacao. C'est ça. Par contre, le soin énergétique spécifique, ça va plutôt être une forme de Reiki. Et le Reiki, c'est plus utiliser l'énergie de la source qui passe à travers moi en étant canal, et puis imaginer la personne en face de moi ou bien la représenter avec une peluche, un objet ou ce qui est là, et puis ensuite faire le soin à la personne à distance. Ça, c'est plutôt du Reiki alors. Ça, c'est plutôt du Reiki. Ouais. Quand tu dis tu prends l'énergie à la source de quoi au fait? À la source qui est neutre, à la source du tout, j'aurais envie de dire. C'est-à-dire que moi, avant, il y a toute une préparation. Je me mets dans une forme de neutralité. Je fais des exercices de respiration, je me mets en méditation pour sortir de mon conditionnement humain et de ce qui fait de moi qui je suis, mes problématiques, pour me mettre en totale neutralité avec une envie de connexion avec la terre et puis une connexion avec le ciel. Et au centre, cette connexion avec mon cœur, pour être ouverte au niveau de mon cœur et être connectée avec d'éventuels messages que je pourrais recevoir, mais que ça ne vienne pas de moi, de ma tête. De ton mental. De mon mental. Et puis, dans cette ouverture-là, ensuite, je me connecte avec l'autorisation de la personne à l'autre personne pour... recevoir et donner, au fait. Recevoir et donner, exactement. C'est ça que tu appelles facilitateur, tu disais tout à l'heure, puisque tu facilites l'énergie à circuler. C'est ça. De l'un à l'autre. Mais ça ne doit pas être évident de se mettre en position neutre, parce qu'on aimerait tous faire ça, quand on a des journées stressantes et tout. Comment tu fais ça alors? Ça c'est le secret du thérapeute, on va dire, un peu. C'est-à-dire que tu as une grande capacité de concentration aussi sur toi-même. C'est une pratique, effectivement. Et il y a des situations qui vont me toucher plus que d'autres. Ça, c'est sûr. Surtout quand c'est dans la communication. Quand c'est dans du Reiki énergétique et que j'ai pas la personne en face de moi, par exemple, j'ai plus de facilité à avoir peut-être cette distance. Par contre, quand j'ai la personne en face de moi et qu'on est dans une forme de discussion, donc je fais de toute façon tout ce que je t'ai dit avant, qui est la méditation, la respiration, pour au plus être centrée avec vraiment mon cœur et mon écoute active. Par contre, voilà, suivant certains thèmes, ça va me toucher, c'est sûr. Donc, à l'issue de la thérapie, tu refais un peu le même soin avec toi-même aussi, pour ne pas porter ce que la personne a pu te laisser. Tu dis avant ou après? Après. Après, j'ai différentes méthodes, effectivement. Me laver les mains, me mettre les mains à la terre, me doucher, ou bien me passer avec les plantes. Effectivement, j'ai différentes méthodes pour ne pas garder avec moi tout ça. Et puis, s'il y a quelque chose qui m'a touchée, d'aller regarder, de ne pas laisser. Parce que si je laisse, ça reste. Ça reste. Il y a quelque chose de très joli que tu m'as raconté, que j'apprenais, moi, quand on s'est rencontrés la première fois. C'est cette manière de se connecter avec la personne. Tu vois, quand on est en ligne, on n'est pas en présence. Quand on est en présence, on se dit, bon, on maîtrise une forme de visuel, n'est-ce pas? Je te vois, je vois ce que tu fais avec moi, on va dire. Et puis, c'est toujours un peu le doute, où on a des questions un peu sceptiques. Oui, mais en ligne, ça va se passer comment? Bon, on voit quand même la personne, mais toi, comme tu m'expliquais, ça avait quelque chose de très beau, puisque tu crées cet espace où tu te mets vraiment en lien avec la personne. Et de t'imaginer que tu prenais une pluche, ou tu m'as expliqué un nounours, ou ce que tu as sous la main, ou même tu te mets très fortement en lien avec la personne, et que finalement, cette attitude-là, c'est une attitude de plein amour, on va dire. Et puis, ça c'était nouveau pour moi, de me dire comment on peut s'imaginer ça sans se toucher, tu vois.
Oui, voilà. Effectivement. On a eu une bonne discussion autour de l'énergétique c'est ça. Et de tout ça. Pour moi, ce qui est important, c'est de rejoindre la personne là où elle est. Et de ne pas me mettre dans une posture de c'est moi qui sais. Parce que finalement, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est vécu, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la personne qui sait. Bien sûr. Donc, c'est de me mettre dans cette position-là de je ne sais pas et j'accompagne. Et je ne suis pas supérieure. Ouais. Et du coup, les soins, donc parfois j'utilise effectivement une peluche, ça va dépendre, ou alors sur moi directement, parce que je ressens beaucoup à travers mon corps. Souvent, quand je suis en lien à distance avec une personne, surtout quand c'est à distance, je vais ressentir par exemple des douleurs au niveau de mon genou ou de mon coude. C'est pour ça que c'est important la préparation avant, pour que je sente si finalement c'est des douleurs que j'ai moi, ou si c'est des douleurs qui appartiennent à l'autre personne, potentiellement, parce qu'après je demande toujours là, si c'est correct ou pas. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques jolies rencontres que tu as pu faire avec ces soins? J'ai eu un soin une fois qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup touchée. Je crois que c'était plus ou moins au début quand je faisais des soins énergétiques de Reiki. Je commençais à recevoir pas mal, donc en pleine... je me mets vraiment en état méditatif quand je fais le soin avec mes mains. Et puis, je commençais à sentir des odeurs ou à voir des images. Et puis, en discutant avec d'autres thérapeutes, on me disait que c'est souvent des messages médiumniques qui peuvent être reçus et qui sont bons à transmettre. Donc, j'ai osé. Et puis, je me souviens avec cette jeune femme, je lui avais dit que voilà, je voyais une rose jaune et que je ne savais pas pourquoi. Et puis, est-ce que ça faisait sens? Et puis, qu'il y avait un lapin et peut-être que ça faisait pas sens, mais que voilà, je lui disais ce qui était là. Et puis là, la personne, elle s'est mise à pleurer. Et en fait, c'était en lien avec sa grand-maman qui était décédée quelques semaines avant, qui avait un petit lapin et qui finalement adorait les roses en général. Et pour elle, ça avait un lien... De toute façon, c'était ça. C'était sûr que c'était elle parce qu'elle avait ressenti une présence durant le soin. Et puis je lui ai dit ça, donc finalement, moi je me suis dit, c'est stupide de parler d'un lapin et de rose jaune. Je vois bien. Et puis en fait, non, ça a fait sens pour elle. Et puis du coup, ça a permis de lâcher, de libérer quelque chose à ce moment-là. Mais ok, comme tu dis, ça a permis de lâcher. On ne sait pas forcément quoi, ou même toi, tu ne sais pas forcément quoi. Ça appartient après à la personne. Oui. Et peut-être même elle ne sait pas. C'était surtout à ce niveau-là de se dire je suis quand même soutenue. C'est pas parce que je pars que je suis partie. La mort n'est pas une fin en soi. C'est ça. Et qu'il y a un après. Ok. Et puis, ces personnes, elles viennent te voir. C'est quoi le moteur qui les stimule pour venir? Ou c'est quoi leur signe de Ça dépend des personnes. Mal-être. Mais souvent, c'est quand même justement un mal-être, comme tu dis. J'ai souvent des personnes qui ne savent pas pourquoi ça ne va pas. Qui sont dans une forme de perte de sens. J'ai plus de goût à la vie. Je ne sais plus pourquoi je fais ça. Ou des personnes qui ont envie de changer d'emploi. Et donc là, peut-être qu'on part plus sur de la neuroscience ou à discuter ensemble sur quelle méthode. Mais qui ont envie de changer d'emploi, qui ne savent pas où se diriger. En fait, qu'il y a vraiment une transition, une transformation. Donc, dans une transition, ça peut être justement des séparations, des deuils, des transformations internes, une identité qui demande à être révélée. Des personnes qui sont souvent dans des changements de vie. Et moi, j'incarne pas mal quand même ce changement. C'est-à-dire que comme tu dis, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Donc, c'est que je suis une grande curieuse de la vie. Et j'ai déjà changé de métier plusieurs fois. Et j'ai plusieurs casquettes. Donc c'est quelque chose que j'aime véhiculer aussi, c'est qu'on n'est pas attaché à une case, on n'est pas attaché à une identité. Et souvent on a peur de cette transformation et de ce changement, pas forcément pour nous, mais pour ce que les autres vont penser de nous. Et je pense que les personnes, elles viennent peut-être parce qu'il y a ça en moi qui fait écho. Ok. Donc ton expérience de vie, elle amène aussi cette sensibilité aux autres dans différentes phases de leur vie. Je pense que oui. Oui, ça c'est super. Avant de passer à plus ton parcours, j'aimerais encore discuter avec toi une de tes méthodes, c'est la neuroscience
comportementale, exactement. Et puis, donc, neurosciences, ça veut bien dire scientifique. Alors, c'est un domaine qui est scientifique. Donc, comment tu mélanges ces deux choses entre ce côté plus, énergétique. J'allais dire scientifique et énergétique, puisque c'est deux mondes qui forcément ne s'entendent pas forcément, C'est deux mondes qui sont liés pour moi. C'est-à-dire? C'est qu'on est des êtres humains, oui, incarnés sur cette terre avec une âme. Pour nous, ce corps, c'est un véhicule, mais on a une âme. Et donc on a les deux. On est énergie, on a de l'énergie, et on a un cerveau. On a tous un cerveau. Et notre cerveau fonctionne chacun de manière unique et pourtant similaire. Donc on a une partie consciente, pour vulgariser, on a une partie consciente et une partie inconsciente, subconsciente. Qui, ce cerveau, finalement, est l'organe de notre corps qui demande le plus d'énergie. Donc il est là le lien. C'est que finalement, parfois, on se sent bloqué, on aimerait dépasser un blocage ou quelque chose et on n'arrive pas. Et c'est plutôt notre cerveau qui bloque. Et c'est là où la neuroscience comportementale, avec les questionnements très spécifiques pour plutôt venir parler au subconscient et comprendre qu'est-ce qui bloque dans le subconscient, on va pouvoir toucher du doigt le pourquoi finalement on n'arrive pas à dépasser et comment trouver des stratégies pour collaborer avec notre cerveau et nous amener vers le chemin qu'on a envie d'aller. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Absolument. Je vois bien. Ça veut dire, quand tu dis que c'est notre cerveau qui utilise le plus d'énergie du corps, c'est bien, quand on dit souvent je suis dans mon mental, je suis dans mon intellect, tout ça, c'est que finalement on utilise le cerveau pas forcément à bon escient. On l'utilise souvent pour régler des problèmes et puis ça nous prend la tête, enfin c'est le mot de le dire, et puis ça crée des nœuds. Ce que j'entends par là, c'est qu'après l'énergie, elle circule plus de la même manière dans le corps. On peut dire ça? Il y a de ça. En fait, on dit aussi que tous ceux où on porte de l'énergie augmentent cette énergie-là. Donc si moi je porte mon attention sur un problème, encore et encore et encore et encore, j'y mets tellement d'énergie que ce problème il va grossir. Et il ne va pas forcément diminuer. Bien sûr. Donc ce serait un peu comme duper notre cerveau et d'essayer de mettre l'énergie ailleurs, de le focaliser par exemple sur le corps ou sur autre chose. La nature, ou voilà. Voilà, pour pouvoir défocaliser et puis amener un changement de perception. Et la neuroscience comportementale permet d'ouvrir les perceptions. Ok, oui, je vois bien. Donc ça, c'est aussi une des manières dont tu as pour dénouer des conflits personnels à la personne, au fait. C'est ça, exactement. Des conflits personnels ou interpersonnels aussi, qu'on peut avoir avec d'autres personnes. De comprendre pourquoi finalement est-ce qu'on peut avoir des conflits avec d'autres personnes et quelle est notre manière de gérer le conflit. Bien sûr. C'est une des méthodes qui peut rassurer aussi le patient, que tout c'est pas parce qu'on utilise des énergies, comme tu les nommes, le chamanisme ou le reiki, qu'on ne peut pas aussi utiliser cette méthode de... comment tu dis? Du cerveau, de la Voilà, neuroscience. exact. Donc, c'est ça. Oui, parce que comme je te disais, pour moi, on est un tout. Et puis que finalement, on a tous ce cerveau comme on a tous un cœur et des organes principaux. Et puis, c'est plutôt de dire si c'est pas le chamanisme qui te parle, allons vers la neuroscience, allons voir qu'est-ce que ton cerveau te dit, de quoi a-t-il besoin. Et ça, souvent, et notamment, ça peut aider quand on est dans des phases de dépression, justement dans des pertes de sens, ou dans des changements de vie. Ça va vraiment dépendre finalement de la personne. Donc, excuse-moi, tu réfléchissais, tu allais nommer un exemple, j'avais l'impression, non? Tu voulais de justement ces changements de vie. Un changement de vie, ça peut être justement un changement de travail, ça peut être passer d'une relation de couple, des personnes qui sont en couple depuis de nombreuses années et qui tout d'un coup se retrouvent seules ou qui n'ont pas forcément encore la force
pour faire ce changement. Parce que le changement, c'est quoi? C'est de l'inconfort, c'est de l'inconnu. Et ça, le cerveau, il déteste. Il déteste parce que ça nous rappelle le premier inconfort qu'on a vécu dans notre vie. Est-ce que tu sais lequel c'est? Eh bien, la naissance, je suppose. La naissance. On est passé de notre état de cocon, de nourriture interne, de lumière obscure et puis de sensation de bien-être à tout d'un coup, on nous met au monde, cri pour manger, cri pour tout, et de la lumière, bruit. Les gens, le bruit. Oui, absolument. Et donc, on l'associe, notre cerveau, à garder cette empreinte. Pour lui, le changement, c'est pas forcément quelque chose de positif. Ok, je comprends bien. C'est inconfortable, plutôt. Plutôt que c'est... Ouais. Et c'est vrai que... Si on peut éviter, n'est-ce pas? Ouais. C'est très riche comme méthode aussi. La manière dont tu l'expliques, je trouve que c'est vraiment très bien expliqué pour que tout le monde puisse trouver un peu sa manière de... où il serait plus à l'aise d'être accompagné, avec quelle méthode. Quand on s'est vu, on a bien sûr parlé aussi de comment ça t'est venu, tout ça, n'est-ce pas? Et puis, c'est très joli aussi, si tu veux peut-être nous expliquer un peu. Plutôt dans cette histoire, dans cette jolie histoire qui te concerne très personnellement, si tu veux en parler un tout petit peu. Alors déjà, je viens d'une famille qui croit beaucoup en Dieu. Du coup, surtout ma maman. Ma maman était très croyante. Elle priait tous les soirs et m'invitait souvent dans son lit à prier le soir. Donc il y avait ce rituel qu'on avait ensemble de prier Dieu et d'avoir la foi. La foi en la vie, en Dieu, en quelque chose de plus grand. Et puis, finalement, est arrivé en 2020 le moment où ma maman est décédée, à la suite de maladie. Et là, ça a été le vrai néant pour moi. J'étais assistante sociale. De base, c'est ma formation. Et puis, tout s'est un petit peu basculé. Et je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas parce que j'étais déjà dans l'accompagnement avec la personne et que finalement, c'est quelque chose qui ne suffisait pas quand on a une maladie. Parce que ma maman était malade et ce qui avait surtout été véhiculé pour sa maladie, c'était des médicaments, c'était quelque chose de très scientifique finalement, et puis très peu d'aller voir qu'est-ce qui se passait au niveau émotionnel, d'aller voir son histoire, son passé, d'aller voir pourquoi il y avait des mots MAUX. Ouais, je vois bien. Et il y a eu cette révolte interne, cette envie aussi d'aller voir ailleurs et d'aller traiter le bien-être et le mieux-être. Autant que le corps, au fait. Autant que le corps et que la matière. Exactement. Et puis, le moment où j'ai vraiment percuté qu'on était plus que notre corps, c'est justement quand j'ai vu ma maman décédée. Et que ça faisait quelques heures, quelques minutes, je ne sais pas. Et je la regardais et je ressentais absolument plus du tout son énergie. Je la voyais, c'était elle, mais pour moi, ce n'était pas elle. C'était plus elle. Quelque chose était coupé. Quelque chose était parti, ouais. Ok. Et c'est là où vraiment j'ai eu comme un choc. Et je me suis dit, mais c'est pas elle. Donc, on est plus que ça. Donc, finalement, il y a vraiment une âme. On est vraiment plus que juste notre corps physique. Je comprends bien. Et là, ça a été déjà le gros déclic. Et puis ensuite, justement, c'est enchaîné pour moi des maladies physiques. Forcément beaucoup de mal-être, beaucoup de maux du cœur. Bien sûr. Du coup. Ouais. Et qui m'a amenée, voilà, je peux le dire, j'ai été guidée d'une manière ou d'une autre au Reiki. Puis à l'intérêt de se dire, mais en fait, il y a tout un monde. C'est quoi cette énergétique? Mais en fait, c'est quoi de l'énergie? Je commence là, puis après, j'ai eu soif d'apprendre. Je me suis dit, mais je connais rien de tout ça. Bien sûr. Moi, je venais d'un monde plutôt psychologie, sociologie, analyse comportementale, et pas du tout du côté énergétique. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et puis, tu as pris la clé des champs.
suis partie. C'est ça que tu... Oui. Ouais. Oui. Voilà, après avoir exploré, avoir accompagné au début avec effectivement le Reiki, parce que ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a guéri moi déjà. Oui. Vas-y, je m'excuse, je t'ai interrompue. J'ai eu besoin et envie de me connecter. En fait, j'ai eu besoin de sortir, tu vois, de l'environnement qui m'a rendu malade, qui m'a rendu mal. J'avais besoin de partir. C'était quoi cet environnement? Comment tu le décrirais? L'environnement, ça veut dire ce deuil dans lequel tu étais encore, au fait, c'est ça? C'est ça, c'est mon histoire de famille, c'est mon histoire de vie. Bien sûr. Parce que c'était pas que le deuil de ma maman, c'était le deuil de la famille comme je la connaissais. C'était le deuil de tout ce qu'il y a autour finalement. Et donc c'était très profond. Et j'avais besoin de m'évader et d'aller à la rencontre d'autres personnes. Et donc j'ai cherché, la première fois, j'ai trouvé un week-end, une retraite, comme on appelle, une retraite énergétique, spirituelle, de bien-être. Et j'ai rencontré pour la première fois la médecine du cacao là-bas. C'était donc en Équateur, c'est ça? Non, ça c'était en France. Ah, c'était ok. ma toute première retraite. C'était encore en Europe. C'était ma toute première retraite où j'ai rencontré la médecine du cacao. Je l'ai goûté entre femmes, en cercle. J'ai ressenti énormément d'amour, énormément de joie. Ça a déjà généré quelque chose en moi, changé quelque chose. Et puis, ensuite, j'ai voulu trouver ces espaces-là en Suisse. J'ai trouvé une femme qui guidait. Ok. Une femme merveilleuse que je remercie énormément pour ça. Et tous les mois, j'y allais. J'allais à ces rencontres entre femmes avec la médecine, la boisson du cacao. Et c'est ce qui m'a, tôt ou tard, ça et d'autres choses aussi, d'autres rencontres avec d'autres plantes, m'ont donné envie de partir voyager et de découvrir le monde qui est vaste. Donc ça a été d'abord comme ça. Et oui, comme je te disais, j'avais besoin de partir de la Suisse et de me découvrir aussi autrement, hors du matériel. Et je suis d'abord partie au Portugal. Hors du matériel? Oui. Tu veux dire du confort. Ah, hors de ce matériel-là. De ce matériel-là. Je comprends, oui. De tout ce que j'avais connu, de la belle voiture, de mon appartement bien meublé, de mon salaire d'assistante sociale, de toute cette vie confortable et bien pour laquelle j'ai construit aussi, bien sûr. Mais j'avais besoin d'aller à la rencontre de l'humain et de moi-même, surtout. Du coup, je suis d'abord partie au Portugal. Et puis, là-bas, j'y ai rencontré une chamane qui enseignait comment faciliter des cérémonies de cacao. Pendant une semaine, en immersion, dans un domaine, et puis autour de la culture maya. Et donc, j'y suis allée pendant une semaine, j'ai appris, j'ai fait du cacao, on y a chanté, on y a pleuré. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été, on va dire, appelée par le cacao. C'est joli de dire ça comme ça. Embarquée. Au fait, cette fève-là, cette fève qui est infiniment plus petite que toi, qui t'appelle. Tout à fait. Oui. Ok. C'est assez drôle, mais du coup, j'ai fait un tatouage qui la représentait. Okay, Mama Cacao. C'est t'as dit quoi, le? C'est une femme. Oui. Et puis là, il y a du cacao, tu vois. Il n'y avait pas encore celui-là. Hein. Ok. Au début, il n'y avait que cette femme. Et j'ai fait ce tatouage avec l'intention que ça me mène et que ça me guide à connaître davantage la plante. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de l'Équateur. Pas du tout en lien avec le cacao. En lien avec le chamanisme, justement. Le tantra, le chamanisme et le yoga. On m'a vendu ça, on m'a parlé de cette expérience-là que cette femme a vécue. Et je me suis dit, mais moi j'ai envie d'aller essayer cette école. J'avais envie de voyager hors Europe, si tu veux, mais je n'osais pas. J'avais peur de cet inconnu vaste qu'est l'Amérique latine. On traverse quand même l'océan, tu vois. C'est ça, j'avais. C'est bête, mais voilà, ça fait... Visuellement, on se dit, je
sur une autre partie de la planète. Ouais, je ne connaissais pas. Et puis, on entend beaucoup de choses, que c'est dangereux, que ci, que ça. Donc, je me suis dit, bon, si je vais dans une école, ça va. Je serai accueillie, je serai nourrie, logée, et puis je vais étudier en même temps. Donc, j'ai atterri à Quito, la capitale d'Équateur, dans cet objectif de faire cette école de yoga, tantra et chamanisme. Et donc là, je fais cette école, je choisis le format 500 heures. On peut faire 200, 300, 500 heures de yoga. Donc je choisis le full packet. Le XL, quoi. Voilà, le XL. On y va à fond. Et ce packaging-là, sans le savoir, permettait, les 2 dernières semaines de cette formation, d'aller dans les terres au nord, à Esmeraldas, où là, c'est beaucoup plus sauvage et plus tantrique, comme ils appellent ça, parce que c'est en total lien avec la nature. C'est quoi le tantra en soi? Comment tu peux définir ça? Parce qu'on a parlé du chamanisme, le yoga, bon. Tout est en lien. Le tantra, c'est plus indien ou non? Oui, ça vient d'Inde, c'est l'origine. C'est une philosophie de vie, le tantra. C'est de vivre en lien avec nos sens, en lien avec, en étant plus présent, en choisissant présentement ce qu'on fait, avec plus de conscience, et moins le faire parce qu'on a l'habitude ou parce qu'on a été conditionné. Donc c'est d'amener beaucoup plus de conscience à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on touche. Et c'est cette connexion, donc c'est très en lien avec le chamanisme, avec tout ce qui nous entoure et avec nous, nos sens, ce qu'on goûte, ce qu'on mange, ce qu'on boit, avec la relation avec les autres personnes. Ok. En gros, c'est ça le tantra, c'est cette énergie qui nous habite, qui est les électrons, les protons, le neutron, et qui forment ce tout. Ouais. Et là, tu étais quand même dans le berceau du chamanisme, dans le fond, puisque tu parlais aussi qu'au Portugal, c'était un chamanisme qui était influencé par la culture maya. La culture maya, qui est géographiquement dans cette région, autour de l'équateur. Maya, surtout au niveau du Mexique. Et puis l'équateur, c'est plutôt au niveau des Andes. Effectivement, c'est un des nids du chamanisme. Bien sûr, ouais, ok. Il y a encore, on voit beaucoup de chamans, donc chaman charlatan, chaman vrai chaman, un peu de tout. Et puis effectivement, j'ai été étudier qu'est-ce que c'était le chamanisme, et plus que l'étudier, l'expérimenter. L'expérimenter, ça veut dire que ce chamanisme, tu le décrirais comment au fait alors? Un chaman en soi, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui voyage entre les mondes. Qui voyage entre les mondes. Entre les mondes. Entre les mondes. C'est un voyageur. C'est un voyageur entre notre monde ici, ce qu'on voit dans la matière, entre le monde qu'on ne voit pas, le monde d'en haut, qu'on ne perçoit pas, ou qu'on perçoit, ça dépend, mais qu'on ne voit pas en tout cas à l'œil nu, quoi qu'il y ait encore des personnes qui voient. Et puis le monde d'en bas, le monde des plantes, le monde des animaux. Et du souterrain. Du souterrain, exactement. Donc c'est ce voyage entre ces mondes-là, et puis c'est d'utiliser ces différents mondes pour vivre une vie plus alignée, plus juste. Oui, parce que j'allais dire, en quoi le fait qu'on consulte un chaman apporte le mieux-être, au fait? En quoi, enfin, tout le monde sait qu'il y a un monde en dessous de nous, et puis, j'ai envie de dire, tu vois? Moi, je dirais que c'est vraiment pour nous ramener à la source de qui nous sommes. C'est-à-dire, parfois on s'égare dans la vie. Parfois, on a fait ça depuis tant d'années, puis ça faisait sens à un temps, puis maintenant ça fait plus sens. Parce qu'on a évolué, parce qu'on a changé, parce que plein de choses sont arrivées dans notre vie. Et aujourd'hui, on est une personne différente. Et le chaman, c'est la personne qui peut venir dire « Ok, on va venir remettre au centre, te ramener dans ta verticalité et dans qui toi tu es vraiment. » C'est un accompagnement, c'est une aide, c'est un soutien. Après, c'est toujours de la personne elle-même qui continue à faire des pas vers elle-même. Mais c'est un levier, c'est une aide. Oui, je comprends ça, qui fait des pas. Parce que finalement, on n'est jamais
qui on est, on n'est jamais qui, on est toujours qui on est en train de devenir. C'est une histoire en marche, au fait, à quelque part. C'est toujours un processus. Ouais. Voilà, au fait, on ne peut pas définir qui je suis. Alors maintenant, oui, je suis... d'ailleurs, le verbe être, c'est marrant parce qu'en hébreu, il se conjugue que dans le futur. C'est que pour Dieu qu'il est là, au fait. Ouais, c'est marrant. Enfin, pour dire qu'on est toujours en mouvement, c'est ça qui me plaît bien aussi, le fait que ce soit un voyageur. Dans le fond, il n'est pas fixé à quelque part. Et lui-même, je pense que lui-même expérimente aussi, enfin, ou toi, puisque tu es aussi formé dans ce chamanisme, que tu peux aussi expérimenter comment tu voyages, ou en tout cas tu te déplaces énergétiquement d'un monde à l'autre. Oui, et comment je prends soutien avec ces mondes-là, dans ces mondes-là. C'est-à-dire que les plantes me soutiennent. Le monde invisible me soutient. J'appelle certaines énergies. J'invoque certains éléments, surtout avec les cérémonies cacao, les rituels de cacao. J'ouvre ce qu'on appelle des portes énergétiques. Je mets toujours dans les coins que je prépare, qui sont pour moi comme des piliers de soutien, l'élément de l'eau, de la terre, du feu, de l'air que je représente. Pour qu'ils viennent avec leur médecine aussi m'enseigner. Je vois. Donc oui, je voyage et en même temps, je les appelle en soutien dans ma vie. Je pense que c'est joli cette image de se dire, tu appelles, tu invoques, parce qu'à quelque part, tu personnalises au fait l'univers qui t'entoure. Et puis, c'est marrant parce que quand on lit des biographies de gens, ou quand on entend des histoires, souvent, les personnes, quand elles arrivent en fin de vie ou qu'elles ont un contact avec la mort, elles parlent de « je suis la mer » ou « je suis l'eau ». Souvent, elles se diluent dans l'atmosphère, au fait, comme déjà dit, alors qu'elles sont encore vivantes, mais elles ont l'impression de devenir partie de l'univers, au fait. C'est un peu ce que tu décris. Oui, moi je pense pas, je sais qu'on fait partie de cet univers-là, et on fait partie de la nature. Pas en étant supérieur, on n'est pas des êtres supérieurs, au contraire. Et un arbre qui est là depuis des décennies a beaucoup à m'enseigner. Et ça peut faire rire beaucoup de gens. Mais alors ça veut dire que tu donnes des câlins à des arbres, on me le dit souvent. Oui, ça c'est la mode maintenant. C'est pas ça. Si je dois le faire, je peux le faire. Et je regarde et je ressens, j'expérimente. Moi j'aime expérimenter la vie. Plutôt que de juger ou plutôt que de dire « ouais, ça je doute », j'expérimente, j'essaye. Et puis, c'est finalement d'observer, d'être beaucoup dans l'observation, comment réagit tel ou tel élément et comment je peux m'en servir comme messager, comme soutien dans ma vie. Bien sûr. Par la nature. Et ça, c'est très en lien avec le chamanisme. Maintenant, avec tout ton savoir que tu as appris aussi, c'est une forme de sagesse quand même de se mettre en lien avec tous ces éléments-là. Ça doit être surprenant de se dire, une maman qui était quand même malade, qui allait mourir, qui est entourée par des médecins qui voient, qui ont un langage médical et qui parlent de cellules, tumeurs, enfin j'en sais rien quoi. Et puis, c'est tellement réducteur au fait. Comment parce qu'il y a quand même aussi besoin de médicaments, donc comment on pourrait ouvrir aussi cette voie à ce que des gens qui sont quand même formés dans le médical pur puissent avoir qu'on puisse ouvrir une porte qui soit crédible pour eux, tu vois, puisqu'ils rejettent directement tout ce qui n'est pas scientifique. Je ne pense pas que tout le monde rejette, je ne pense pas que tous les médecins rejettent. Je pense qu'il y en a bien qui voient et perçoivent qu'il y a plus que ça. Maintenant, je pense que c'est au travers de la compassion et de l'humanité. Et du coup, je ne mets pas la faute sur les médecins ou même les infirmiers ou les assistants sociaux. Mais là, en l'occurrence, tu n'en as pas rencontré non plus, qui aurait pu avoir une autre approche de la maladie. Dans ce cas de figure-là, ouais. Non, effectivement.
J'ai vraiment rencontré surtout des spécialistes qui lui disaient changez rien à votre alimentation, changez rien à votre mode de vie, prenez des médicaments et ça va aller mieux. Donc il y a eu une forme de révolte et je pense que c'est ce qui est bien aussi parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Mais je pense que ce serait cette humanité de pouvoir se reconnecter à rien que la compassion, la tendresse et l'amour. Parce que je pense que c'est surtout ça qu'elle n'a pas eu aussi, cette compréhension-là de ce qu'elle vivait, de l'émotionnel, de la psychologie. Rien que ça dans le fond, au fait où un médecin qui te prend dans ses bras, par exemple, ça pourrait déjà être faire partie de la thérapie à quelque part. Ouais. Tu vois, si je suis vraiment mal, si je suis perdue, et que simplement tu me regardes et que tu me dis tout va bien se passer, que tu me prends les mains, rien que le simple geste d'une main, il y a quelque chose qui va se détendre en moi, qui va aller mieux. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de mettre la faute sur le médecin, et plutôt sur les structures ou comment ça a été enseigné, et voilà. Mais je pense que ça part vraiment et du professionnel, de sa posture, de comment il a envie d'être avec la personne, et puis selon ce qu'on vit dans la vie. Je pense que dès qu'on passe des choses comme ça, des maladies comme ça proches de nous, il y a peut-être d'autres choses qui s'ouvrent. Et une envie d'approfondir d'autres méthodes. En sachant que l'alimentation, le sport, tout ça, ça nous est dit qu'il faut bien manger, bien boire, etc. etc. Et pourtant, de ce que j'ai vu, c'est que lors de maladies graves, c'est comme si on met ça de côté et on dit traitement parce qu'on veut traiter à fond. On veut arriver au bout, au fait. Voilà. Au bout de ça, alors que c'est le corps qui crie au secours de quelque chose, parfois. Enfin, et que c'est complémentaire. C'est pas l'un ou l'autre. Les médicaments peuvent être nécessaires et bons lorsqu'il y a de grosses douleurs et qu'on a besoin déjà de venir adoucir tout ça. Et puis après, pas oublier tout le reste. Pas que de traiter le symptôme. Et vraiment essayer d'aller à la source. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers tout cet univers. De toute façon, le sujet, il est important et intéressant. Le sujet de... Bon, en l'occurrence, on a le cas avec ta maman. On s'était trouvé ce point commun entre toi et moi, puisque elle était décédée du même mal, ma maman, aussi, sans apport autre que la médecine. Et puis c'est vrai que là, on se dit, mais à l'époque, ta maman, elle aurait eu envie d'expérimenter autrement ou autre chose. Je pense qu'elle faisait beaucoup confiance aux médecins parce que c'est quand même un peu ce profil-là, n'est-ce pas? Elle faisait vraiment confiance au médecin et ce que le médecin disait. Et je pense quand même qu'elle aurait été ouverte à expérimenter d'autres méthodes, d'autres techniques, comme justement un soin énergétique, comme de la réflexologie plantaire chinoise ou d'autres types de méthodes. Je pense qu'elle aurait été ouverte à ça. Et oui, si je peux du coup rebondir par rapport à la plateforme Mon Soin ou par rapport à finalement nous thérapeutes, c'est de dire que peu importe ce qu'on vit, peu importe la maladie qu'on vit, parfois les médecins ou parfois tout ce qu'on a mis en place jusqu'avant, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, on n'a rien trouvé. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin et ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen. Et qu'il y a justement le moyen d'aller voir qu'est-ce qui se passe à d'autres niveaux, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, et d'avoir différentes thérapies ou différents thérapeutes qui peuvent nous accompagner. Et peut-être qu'on va trouver quelque chose qui nous convient. Et puis peut-être que ça ne nous conviendra pas, puis qu'on essaiera autre chose. J'ai vraiment envie d'inviter à l'exploration et l'ouverture, essayer à la curiosité finalement. Puisqu'on a aussi cet avantage d'avoir 15 minutes gratuites avec chaque patient, donc ça permet aussi de voir si l'énergie elle passe, parce que je peux bien imaginer aussi que toi-même dans toute la préparation que tu fais, tu arrives soudain devant une autre énergie qui peut très bien contrecarrer aussi le flux dans lequel tu te sens, je ne sais pas.
Oui. Si ça t'est déjà arrivé ou d'être pas spécialement à l'aise avec... Ça m'est déjà arrivé surtout que je me dise c'est pas forcément mon domaine. Où là il y a... Ce que cherchait le patient. Exactement. Okay. Où moi j'ai des limites à ce niveau-là. Et puis de dire peut-être que ce serait plutôt de la kinésiologie. Ou peut-être que ce serait plutôt de la médiumnité. Pour un contact défunt. Oui. Ou voilà, peut-être que c'est un autre spécialiste. Et de rediriger la personne vers quelqu'un qui soit peut-être plus adapté. Oui, ça m'est déjà arrivé effectivement. Ok. Donc de dire voilà ce que moi je peux proposer et voilà comment on peut avancer ensemble. Et puis sinon, c'est pas grave. Il y a un autre panel de professionnels et de personnes qui peuvent accompagner aussi. Ci Vanessa pour cette interview très intense. Si vous voulez retrouver Vanessa, vous trouvez le lien dans la description de la vidéo ci-dessous et ça vous amènera directement sur monsoin.ch. Vous avez les 15 premières minutes gratuites, comme ça vous pouvez tester en toute sécurité. Merci à vous. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify. On a un podcast si vous avez envie de nous écouter pendant que vous faites votre jogging ou la cuisine ou le bain. Et puis, merci de nous liker, merci de partager aussi et surtout de vous abonner parce qu'on a besoin de vous et de vos commentaires. Merci.